Nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Cellier qui vous parle. Nous en sommes rendus à la 9e web radio. Cette web radio sera consacrée aux piscines en copropriété, piscines qu'elles soient intérieures, extérieures. Alors, toutes les installations aquatiques en copropriété sont visées par cette émission. Ça peut être aussi des bains tourbillons, ça peut être des bains saunas, des vestiaires, des sanitaires qui sont rattachés à des installations aquatiques, évidemment. Alors, bienvenue à tous. Et pour nous entretenir du sujet, mes trois invités que je vous les présente immédiatement. Vous avez Yves Jolicoeur, Yves Papineau, Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Excusez-moi le lapsus, Maître Papineau, qui est là, qui est d'ailleurs souvent invité à nos émissions en termes d'avocat, donc pour traiter des questions d'ordre légal. Et nous avons également Daniel Delorme. Daniel Delorme, qui est président fondateur d'Odyssée Aquatique. Son entreprise a développé une grande expertise en ce domaine depuis les 50 dernières années. Daniel Delorme assume plusieurs mandats de gestion et d'entretien de piscine, sans compter les bains à remous, notamment les bains tourbillons et autres en copropriété. Il a notamment été directeur du bassin olympique de Montréal. C'est l'un des plus grands complexes aquatiques du genre dans le monde. Il a également participé à la mise en place, dans les années 70, de la réglementation actuellement en vigueur dans les piscines publiques. Et j'ai également l'ingénieur Alain Blais, qui est président du groupe Aquation. Il a entre autres été mandaté pour instaurer des programmes d'entretien liés au tour de refroidissement à l'eau, en conformité avec la réglementation mise en place par la Régie du bâtiment du Québec. L'objectif, c'est de réduire la présence de bactéries légionnelles et d'autres types de contaminants dans l'eau, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas seulement des problèmes de coronavirus dans les installations aquatiques. Il y a toutes sortes d'autres microbes qui peuvent survivre et représenter une menace pour les usagers de ces installations. Alors, Alain Blais a obtenu, je le précise, une certification de la National Sanitation Foundation concernant l'implantation de programmes de gestion des risques de légionnelles au sein des réseaux d'eau chaude et potable. Il a été engagé comme expert lors d'enquêtes sur des cas d'éclosion de légionellose et pour désinfecter plusieurs bâtiments contaminés par la bactérie. Donc, je vous rappelle, connu scientifiquement sous le nom de Legionella pneumophila. Alors, je précise que Daniel Delorme et Alain Blais travaillent en collaboration lors d'interventions sur les lieux d'installation aquatique. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des piscines, des bains tourbillons, des saunas et tout le reste qui se rattache à ce type d'installation. Donc, on commence immédiatement. La première question s'adresse à Daniel Delorme. D'abord, la question est la suivante. Est-ce qu'il est prudent, dans le contexte actuel, d'envisager la réouverture prochaine des piscines, qu'elles soient publiques ou des piscines en copropriété? Daniel? Absolument, oui, c'est prudent. Moyennant ce qu'on va entendre des réponses du gouvernement, parce que présentement, tout est dans les mains de santé publique. Et oui, en tant qu'expert dans le domaine, il y a des manières de réouvrir les piscines, de les exploiter, mais il y a des trucs spécifiques et des installations aussi qu'il faut revoir pour s'assurer que les gens qui vont aller dans leur piscine, on parle plus de copropriété que piscine municipale, piscine d'hôtel, etc. Mais oui, c'est possible de retourner à la piscine, moyennant une planification puis une réorganisation des installations. Daniel, est-ce qu'on peut imaginer des piscines qui rouvrent sans... tout en gardant les sanitaires, les toilettes fermées, les vestiaires fermés, les douches fermées? Oui, oui, absolument. Il y a plusieurs copropriétés où ils n'ont pas nécessairement des installations sanitaires. On passe directement des espaces communs directement à la piscine, que ce soit une piscine intérieure, une piscine extérieure. Oui, c'est absolument facile
à réaliser. Il s'agit d'avoir une bonne planification. Et c'est un peu pour ça, dans le fond, qu'on est là présentement pour conseiller nos clients, qui sont des municipalités, des copropriétés, des hôtels, à s'assurer de reprendre les baigneurs, de les ramener à la piscine. Mais toutefois, là, il y a toute une série de recommandations qu'on a mis en place, nous autres, pour justement être prêts à la reprise des activités. Mais on attend toujours ce que le gouvernement va nous proposer. On est lié avec la Société de sauvetage du Québec aussi présentement et on attend des nouvelles dans les heures qui vont suivre. OK. Des nouvelles de quel genre, par exemple? Des nouvelles de réouverture imminente? Pas nécessairement. Il faudrait s'attendre à des mauvaises nouvelles au moment où on se parle. Tant mieux si le gouvernement, dans certains cas, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de piscine publique, on parle de piscine municipale, intérieure-extérieure. On parle de piscine dans les hôtels. Les hôtels, ils ont aussi des piscines intérieures-extérieures, ils ont des bains tourbillons. Les immeubles appartements, ils ont de plus en plus des immeubles locatifs. Il y en a énormément, il y a des piscines intérieures-extérieures. Fait que dans le fond, il y a les spas santé, il y a les copropriétés où on connaît des copropriétés, nous autres, où il y a 3 bassins d'eau, une piscine intérieure, une piscine extérieure, des bains tourbillons. Donc, il y a toutes sortes de différences. Donc, à chaque différence, il y a une façon d'opérer les installations. À des endroits, il y a des sauveteurs. À d'autres endroits, il n'y en a pas. À d'autres endroits, il y a de la sécurité. À d'autres endroits, rien. Donc, il y a toute une planification. Et oui, je reviens à ta question première. Oui, je peux ouvrir n'importe quelle piscine, puis avoir des baigneurs, puis les garder en sécurité. Sauf qu'ils resteront peut-être pas aussi longtemps que d'habitude. Ouais. C'est un peu un plan de match qui peut être un petit peu divers. Ça va être bien différent de ce qui y était auparavant. En fait, c'est à double tranchant. Il y a des gens qui ont hâte que la piscine rouvre, mais il y a des gens qui n'iront pas pour tout l'heure du monde dans la piscine à l'heure actuelle. Hein? C'est un peu ça l'idée, là. Il y a un point qu'il faut clarifier. Parce qu'on reçoit beaucoup d'appels, puis probablement tout partout, les gestionnaires reçoivent des appels. On peut-tu retourner à la piscine? Au moment où on se parle, là, il est 15h10. Il n'est pas question d'aller dans une piscine actuellement. Il n'y en a pas une qui est prête pour recevoir un baigneur. Ça, c'est clair, net et précis. Et ça a été dit par le Service de santé publique, ça a été dit par la Société de sauvetage du Québec, et c'est pas Daniel Delorme qui vous confirme tout ça. Si j'avais ma propre piscine, il n'est pas question que j'envoie qui que ce soit se baigner tant et aussi longtemps qu'on n'a pas les recommandations d'usage. Donc, la deuxième question, Alain Blais, qui est ingénieur et président d'Aquation. La Régie du bâtiment du Québec a récemment produit un guide de recommandations pour la remise en service des réseaux d'eau des bâtiments inoccupés. On y précise, entre autres, que la fermeture de bâtiments inoccupés peut augmenter le risque de croissance de légionellose dans les systèmes d'eau s'ils ne sont pas gérés adéquatement. Ce qu'il faut savoir, puis j'ai oublié de le dire d'entrée de jeu, c'est que la crise du coronavirus nous a fait oublier un autre ennemi sournois, à savoir la Legionella pneumophila, mieux connue sous le nom de légionellose. Cette maladie pulmonaire est considérée comme grave et peut entraîner la mort chez environ 10 à 15% des personnes infectées. On se souviendra qu'à Québec, en 2012, quelques 181 personnes l'ont contracté et de ce nombre, 13 en sont mortes. La source provenait d'une tour de refroidissement située sur le toit d'un immeuble à bureaux. Alors, là-dessus, Alain Blais, la Régie du bâtiment a produit récemment, tout récemment, là, un guide, pour favoriser le retour à la piscine dans l'ordre et selon une certaine discipline. La première question, c'est à qui s'adressent ces recommandations et quelles sont les personnes visées par les recommandations faites dans ce guide? Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que à cause justement du confinement très rapide, il y a beaucoup d'édifices, beaucoup d'installations qui ont dû fermer leurs portes rapidement. Et à qui s'adresse ce guide là, fait par la Régie du bâtiment du Québec? En fait, il s'adresse à toutes les installations ou les gestionnaires ou les propriétaires d'installations qui
utilisent de l'eau. Le légionellose, à l'instar de la COVID-19, s'attaque davantage aux personnes vulnérables. Moyen âge de 62 ans, 2 fois plus d'hommes que de femmes, présence de facteurs aggravants comme le tabagisme, la consommation importante d'alcool et la présence de maladies chroniques. Par conséquent, la plupart des syndicats de propriétaires ont intérêt à faire des vérifications avant de remettre en service leurs installations aquatiques. Autrement, ils pourraient être désagréablement surpris. Autrement dit, Alain, ce qu'il faut savoir, notamment en copropriété, c'est qu'avant de rouvrir ces installations aquatiques, il faut prendre des précautions d'usage et faire des tests. Pourriez-vous nous en parler un peu, Alain, là? Quelles sont les procédures à entreprendre avant de songer à rouvrir la machine? Donc, ce qu'il faut regarder en premier lieu, c'est il faut faire un inventaire un petit peu des utilisateurs d'eau. J'appelle ça les utilisateurs d'eau, mais ce sont tous les endroits dans le building où il y a une utilisation d'eau qui aurait pu être stagnante pendant toute cette période de confinement. On va passer à Daniel Delorme. Daniel, il existe un test d'eau dont les résultats sont disponibles en 2 minutes seulement. Il s'agit de l'ATP-métrie, adénosine triphosphate. J'aurais voulu qu'Alain nous en parle, mais je vais vous passer le relais. Pourriez-vous nous résumer cette approche? Je te posais la question parce que Alain Blais a figé. Je te posais la question parce qu'Alain Blais a figé, puis le signal est très mauvais, donc il fallait que je passe la question à quelqu'un, là. Donc, oui, Alain, je te remercie. Il existe un test d'eau dont les résultats sont disponibles en 2 minutes seulement. Il s'agit de l'ATP-métrie, adénosine triphosphate. Pourriez-vous nous résumer cette approche? Oui, je vais juste peut-être continuer un petit peu avant. C'est que dans les tuyaux qui sont dans les tuyauteries où il y a de l'eau qui est stagnante, cette eau-là, si tu veux, peut créer des problèmes de corrosion, mais aussi de croissance de bactéries. Les gens qui se baignent dans une piscine dont la chimie de l'eau est équilibrée, peuvent-ils quand même contracter la COVID-19? Non. Le cuivre. Pas du tout. Pas du tout. Hein? Et je réponds à la question. Si tu as remarqué, j'ai répondu tout de suite, non, il n'y a aucun danger. Parce que dès le mois de mars, le 18 mars 2020, on a reçu, nous autres, du service de santé publique, une information qui dit exactement, qui répond à ta question, quelles mesures de prévention devraient être mises en place dans les piscines et les spas publics. Ça, c'est dès le mois de mars, au moment où on a fermé les piscines. Les piscines, tu n'as pas encore tout à fait fermé. Puis on dit quels sont les risques de transmission de la COVID dans les piscines et les spas publics. Puis là, je vais juste te lire une partie du paragraphe. Il n'y a pas d'évidence de risque de transmission de la COVID-19 par l'eau de baignade. Comme pour l'eau potable, la concentration de désinfectants utilisés pour traiter l'eau des piscines et des spas publics, telle qui est prescrite par le règlement sur la qualité de l'eau des piscines et des bassins artificiels, sont en mesure d'inactiver le coronavirus. Oui, le coronavirus. Là, il y a tout un terme là, que je veux éviter. Les risques de transmission est davantage liés à la proximité étroite avec une personne malade ou au contact avec des surfaces contaminées par une personne malade. Donc, ça, c'est tout à fait le document sur lequel on doit travailler. On doit s'appuyer pour la continuité puis la reprise des activités. Mais dans une piscine, Daniel Delorme, dans une piscine, là, on parle de distanciation sociale, mais dans l'eau, c'est pas évident là, de respecter la distanciation sociale, n'est-ce pas? Les gens qui veulent aller se baigner, comment ils font? Est-ce qu'on limite le nombre de personnes dans la piscine, par exemple? C'est très facile. Très facile. OK. Ça prend un peu de sécurité, bien entendu. Ça prend de l'information. Il faut que les gens dans une copropriété soient bien informés, supervisés. Puis l'autre chose aussi qui est bien important, c'est que on parlait tantôt que ça fait à peu près 55 ans que je suis dans le domaine des piscines. J'ai donné des cours d'aquaforme dans les piscines. J'ai été entraîneur de natation plongeon. Dès ces années-là, je ne pouvais pas avoir 2 personnes côte à côte pour donner des cours de natation. Il fallait qu'il y ait une distanciation. C'était naturel. Et c'est encore naturel. Et c'est encore juste ça qu'il faut qu'on remette en position. Et dans le fond, dans les piscines présentement, il y a un quota il y a un règlement qui dit que dans une piscine, il y a un quota de baigneurs par mètre carré. Donc, il s'agit juste de retourner à la base, puis de s'assurer de mettre les choses en place. Et s'il y a lieu, dans les endroits où il y a plus de fréquentation, mais c'est de diviser en 2. Et c'est très facile. C'est très facile.
On se pose vraiment beaucoup de questions, mais chez nous, on a toutes les réponses. Maître Papineau, vous dites qu'actuellement, il y a des discussions, Daniel Delorme pourrait peut-être confirmer, il y a des discussions actuellement, où il y en aura peut-être, je pense incessamment, demain, sur la question des piscines publiques. Il est question de rouvrir la réglementation et est-ce qu'on pourrait penser que les piscines en copropriété divises pourraient joindre les piscines publiques en tant qu'entité publique comme telle? Est-ce qu'on pourrait penser ça? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Et la question, elle n'est pas simple parce que la définition de piscine publique, pour certains, c'est plus clair que d'autres. Pour d'autres, c'est moins clair. Les gens font référence à qu'est-ce qui est public, donc c'est des gens qui peuvent venir de l'extérieur. C'est pas nécessairement ça qui est au règlement ou dans la loi sur la régie du bâtiment. On a toujours traité les piscines de copropriété un peu différemment des piscines publiques municipales. On a toujours, je pense, été jusqu'à maintenant assez chanceux de pas avoir trop de problèmes. Mais vous savez, la loi et le règlement, ils ont des normes précises, dépendamment de la superficie de la piscine, le nombre de personnes, etc., etc. Alors, c'est pas simple, la question. Et c'est d'ailleurs pourquoi la Régie du bâtiment veut se pencher sur ça pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Alain, j'aimerais que, pour le bénéfice de nos éditeurs, vous nous parliez de l'ATP métrie, qui est un test révélateur qui se fait en 2 minutes et qui indique beaucoup de choses sur la qualité de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Alain? Oui, l'ATP métrie, c'est un test d'eau en fait, un test qui permet de mesurer la quantité de bactéries qui sont présentes dans l'échantillon d'eau qu'on a pris. D'accord? Bon, ces bactéries-là, ça peut être des bactéries coliformes, ça peut être des bactéries légionnelles, ça peut être des bactéries bonnes qu'on retrouve, par exemple, dans l'eau potable, mais c'est un indicateur rapide de déterminer une qualité d'eau microbiologique. Donc, ce que ça nous permet de vérifier rapidement sur site la qualité de l'eau microbiologique et ainsi d'éviter d'éviter un délai de 24 à 48 heures, même plus que ça, qui est le temps nécessaire au laboratoire pour faire l'incubation, de vérifier la qualité microbiologique de l'eau. Daniel Delorme, vous êtes quelque chose. Allez-y, Daniel. Allez-y, Daniel. Je veux juste renchérir sur ce que tu as posé comme question à Maître Papineau tantôt concernant le fameux règlement dans les bains publics qui s'appelle le règlement B1.1 R11 sécurité dans les bains publics qui touche les piscines publiques et dont la copropriété effleure un peu ce règlement-là et il y a une confusion totale dans tout ça. Et l'exclusivité que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que présentement, le règlement il est en revision actuellement et j'ai lié la Régie du bâtiment du Québec avec le regroupement et la Société de sauvetage du Québec pour revoir ensemble et faire les distinctions entre piscine municipale et piscine de copropriété. Alors, et ça, il y a une rencontre demain à 4, justement pour reviser tout ça, puis apporter les recommandations d'usage. Et ça serait très important que Maître Papineau, qui est à l'écoute, ait été informé de ça aujourd'hui pour que, éventuellement, que les copropriétés soient bien informées de tout ce qui se passe dans ce domaine-là, puis qu'on finisse par avoir un règlement clair et que autant la sécurité, l'hygiène soient touchées dans tous les cas où il y a des baigneurs, dans les piscines. Maître Papineau, dans quelle direction on devrait aller à ce sujet? Regardez, M. Delorme a raison. Là, demain matin, les gens du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec rencontrent des fonctionnaires du ministère. Vous savez, et M. Delorme a raison, là, il y a une question de sécurité, il y a une question de salubrité, mais en copropriété, il y a aussi une question de frais.
Vous savez, si on décide qu'on a une piscine publique, ça veut dire que, dépendamment de la superficie de la piscine, on va avoir besoin d'un sauveteur, peut-être même deux ou un assistant. Et comme je dis toujours, comme les jeunes ne sont pas aussi travailleurs que nous autres, eux, ils prennent des repas puis ils prennent des pauses. Ça veut dire que pendant les pauses, pendant les repas, il va falloir fermer la piscine si ça prend absolument le sauveteur. Le sauveteur, lui, dîne de midi à 1 heure. Alors, on va vider la piscine de midi à 1 heure. De 2h30 à 3h moins quart, on va vider la piscine pour la pause ou on va être obligé d'engager un deuxième sauveteur pour ça. C'est pas juste un problème économique. Je comprends qu'il y a un problème de salubrité, de sécurité, mais il y a un problème économique, puis il y a un problème de disponibilité des sauveteurs aussi, là. Si on dit que ça prend 2 sauveteurs par piscine dans toutes les copropriétés à Montréal, il va manquer de jeunes peut-être avant la fin de l'été, là. Alors, les questions commencent à affluer. Maître Papineau, une internaute nous demande, nous dit, et d'ailleurs je l'ai annoncé moi-même, que les piscines en copropriété ne sont pas des entités publiques. Elles relèvent du privé. La question que cette dame pose est la suivante. Est-ce que, éventuellement, les piscines en copropriété seront considérées comme publiques au même titre que toutes les autres piscines accessibles à la population? Je l'ai dit d'entrée de jeu, M. Cellier, c'est pas certain que c'est pas public, c'est pas certain que c'est privé non plus. Le but de l'exercice, c'est de faire reconnaître à la Régie du bâtiment qu'il existe une certaine différence entre une piscine dans un immeuble de copropriété avec des copropriétaires occupants qu'un immeuble qui est ouvert à la location ou qui a une rotation de personnes y habitant. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec le regroupement des gestionnaires et les autres intervenants pour, tout en assurant la sécurité, la salubrité, réduire les coûts, mais c'est le gouvernement qui va décider cette question-là. Parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, corrigez-moi si je me trompe, M. Delorme peut-être, Daniel, là-dessus, les piscines en copropriété ne sont pas tenues d'embaucher un sauveteur qui est sur place en permanence, là. OK. Regarde, j'ai entre les mains une information ici qui provient de la Régie du bâtiment du Québec qui date de certains, même peut-être 2-3 ans, qui dit, parce qu'on cherchait toujours pas la raison, mais même pas la solution, mais on voulait savoir exactement si le règlement de sécurité relevait aussi de la copropriété. On a posé des questions au ministère. Le ministère nous a répondu. Puis il nous a répondu d'une chose, parce que quelqu'un demandait justement si on avait besoin on était obligé d'avoir des sauveteurs. Ce qu'il nous a répondu, il dit, vu que le règlement sur la sécurité dans les biens publics n'est pas encore intégré au code de sécurité, la surveillance dans les piscines des copropriétés n'est pas exigée. Et ce n'est pas encore Daniel Delorme qui écrit ça, c'est Amar Kiff, qui est ingénieur à la Régie du bâtiment du Québec. Donc, si les sauveteurs ne sont pas intégrés, donc qui s'est inscrit dans le règlement de sécurité dans les biens publics, donc tout le reste du règlement n'est pas nécessairement inclus pour la copropriété. Ouais. Excuse, je vais juste terminer. Sauf ce qu'on se fait dire par le ministère, c'est que ce règlement-là de sécurité devrait être conseillé à la copropriété pour autant que possible arriver à sécuriser les gens qui vont dans les piscines de copropriété. Et je vais juste terminer avec ce que Maître Papineau disait tantôt, juste pour vous donner une idée. Si on ouvre une piscine extérieure avec des sauveteurs à partir de la mi-mai jusqu'à la fin septembre, parce que c'est des piscines qui sont ouvertes dans les copropriétés extérieures dans ces périodes-là, bien, ça couvre un budget pour avoir juste un sauveteur. Il y a un budget de entre 25 et 35 000. Parce qu'un sauveteur, aujourd'hui, si on les embauche à 25 $ de l'heure. On ne peut plus les avoir au salaire minimum et ils sont très difficiles à trouver. Donc, le ministère doit, dans sa révision, et la copropriété aussi dans cette révision-là, mettre son pied à terre et vraiment préciser
ce qu'ils veulent, la copropriété, et je suis certain que le ministère va participer, puis il va ouvrir son jeu, puis il va donner il va donner c'est sûr qu'il va donner son appui à la copropriété. OK. C'est sûr. Alain Blais, vous êtes toujours là? Oui, toujours. Alain, on vous suggère de vous reconnecter avec votre téléphone portable. Ah. Pourrait peut-être régler le problème que vous éprouvez actuellement. Pourriez-vous l'essayer? Je vais essayer ça. Bien. Une autre question posée par un internaute. Pourquoi ne pas installer des corridors de nage dans les piscines et en utiliser un sur deux comme pour les nageurs? Je parle des piscines en copropriété Planète de l'Orme. Premièrement, pour faire ça, il est trop tard pour cette saison parce qu'il n'y a aucune piscine qui a des ancrages pour recevoir les lignes de natation. Puis, c'est peut-être pas la bonne façon de faire les choses parce qu'on ne va pas nécessairement dans une piscine pour nager, si vous remarquez. On s'en va dans les piscines pour faire du social, s'asseoir dans les marches, s'asseoir sur un banc, s'asseoir sur le bord de la piscine, aller sur une chaise longue et relaxer. On ne va pas nécessairement à la piscine pour faire des longueurs. Et pour faire des longueurs, bien souvent, les piscines, ils ont une partie profonde, une partie non profonde. Une partie profonde et non profonde. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès à ces deux espaces-là dans la piscine. Maître Papineau, une autre question. Pourquoi ne pas établir un règlement propre aux piscines en copropriété pour justement que cesse le débat piscine publique ou piscine privée? Alors, dites ça au gouvernement. Nous, on est d'accord là-dessus. Moi, ça fait des années qu'on travaille là-dessus, qu'on discute de ça. Et je vais vous dire, on n'est pas plus avancé qu'on était il y a 10 ans. Okay. Alors, puis je dis 10 ans, c'est peut-être 8 ou 12, là, mais il n'y a rien qui a avancé. Mais là, on espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Alain Blais, est-ce que vous êtes là? Je suis de retour. Vous êtes je m'excuse, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe avec mon système, mais je suis de retour. Est-ce que vous êtes connecté à votre téléphone portable? Oui. Alors, on fait une autre tentative. On va finir par le savoir, Alain. Qu'est-ce que c'est que l'ATP-métrie, adénosine triphosphate? Parce que il faut que je remette en contexte les auditeurs, là, parce qu'il y a eu plusieurs coupures, puis on peut avoir perdu le fil. C'est que actuellement, les installations aquatiques des copropriétés, notamment, sont inactives depuis 2 mois. Quand je dis inactives, là, je parle des chauffe-eau qui sont arrêtés. Tout est à l'arrêt. Alors, avant de redémarrer tout ça, il y a des précautions à prendre, il y a des nettoyages à faire, des purges à faire, des analyses d'eau à faire. Et l'une des analyses efficaces qui se fait en 2 minutes, c'est l'ATP-métrie. Alain Blais, expliquez-nous, l'ATP-métrie, qu'est-ce que c'est? L'ATP-métrie, en fait, c'est un test qui permet de mesurer sur le site, c'est-à-dire directement à la piscine ou directement à l'endroit où on veut mesurer. On va mesurer en fait la qualité microbiologique de l'eau. C'est-à-dire dans l'eau, principalement, mettons, on va prendre le cas d'une douche dans le vestiaire des hommes ou des femmes. Bon, l'eau a été stagnante dans la tuyauterie, au niveau même du pommeau de douche, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un échantillon d'eau et on va mesurer la quantité de bactéries qui peuvent se trouver dans l'eau. En fait, comme l'eau a été stagnante, toutes les impuretés qu'il y a dans l'eau, dans le fond, ont contribué, dans plusieurs cas, la plupart du temps, à une croissance des bactéries, dont la bactérie légionnelle, qui peut être présente dans ce niveau-là. La bactérie légionnelle, elle vient en fait de l'eau de la ville, c'est en faible quantité, mais par la stagnation de l'eau dans la tuyauterie, il peut arriver qu'il y ait une concentration, puis lorsqu'on part la douche, c'est dangereux il peut y avoir une inhalation des gouttelettes microscopiques qui sont projetées par la douche, dans le fond, et potentiel de maladie, de contracter la légionellose, là, qui est une pneumonie, mais qui se transmet pas de personne à personne, mais qui se contracte en inhalant des gouttelettes microscopiques d'eau qui contiennent la bactérie légionnaire. Donc, ce qu'on propose de faire avant d'embarquer dans un processus de flush ou de rinçage, si vous voulez, des tuyauteries, remplissage des réservoirs, etc., on propose de faire un inventaire de toutes les utilisations d'eau
du bâtiment ou en particulier, par exemple, mettons, de gymnase, piscine, incluant les vestiaires, les chauffe-eau. Et puis, on va prendre à des points qu'on juge critiques, où il y a plus de chances que la bactérie soit présente. OK? Donc, ça demande un certain niveau d'expertise, là. Mais on va prendre un échantillon d'eau, on va mesurer la quantité de bactéries. Donc, on va faire ça directement sur place. Ça va nous donner une indication à savoir, oui, on en a beaucoup. Ça vaut la peine de peut-être faire un test un petit peu plus spécifique pour la bactérie légionnelle ou non. Hein? Et puis, à partir de ça, ben, on va être capable de déterminer, d'une part, que ça vaut vraiment la peine de rincer ou de désinfecter les tuyaux, désinfecter les pommeaux de douche, les aérateurs de lavabo, hein, de lavabo, changer les filtres des abreuvoirs. Tiens, il y a un paquet de petites choses comme ça. Mais en premier, ce qu'il faut faire, c'est faire l'inventaire de toutes ces choses-là qui peuvent être à risque et ensuite faire une analyse de l'eau au point critique pour nous dire, on a vraiment des problèmes là. Ce qu'on va faire après ça, on va flusher, on va rincer, on va désinfecter, puis on va être capable aussi directement sur place de mesurer l'efficacité de notre désinfection ou de notre rinçage. Donc, on n'aura pas besoin d'attendre 48 heures ou 72 heures ou 16 jours à 10 jours dans le cas d'une analyse de bactéries légionnelles là, pour avoir des résultats. Donc, en prévoyant un petit peu d'avance cette opération-là de remise en opération ou en remise en marche des systèmes, ben, on est capable alors de faire une job sécuritaire dans le fond. Hein? On sait dans quoi qu'on s'est embarqué. On sait qu'on a fait une bonne action ou qu'on a fait des bonnes actions ou des bonnes opérations, puis que notre système est sécuritaire. Donc, ce qu'on veut, système sécuritaire et hygiénique dans le fond. Donc, l'eau est très, très importante là-dedans. La qualité de l'eau. Alain Blais, on va revenir à vous tout de suite après. Je voudrais poser une question à Maître Papineau, pardon. Je reviens avec, on va illustrer d'ailleurs un bain tourbillon, parce que les bains tourbillons sont des nids de microbes, hein, c'est ce que j'entends et c'est ce que je comprends. Alors, les bains tourbillons, il faut y porter une attention toute spéciale pour justement éviter de contaminer ces utilisateurs. Maître Papineau, je peux en parler longtemps. Comment? J'ai dit, je peux en parler longtemps des bains tourbillons. Oh, justement, on va en parler. On en reparlera tantôt, c'est ça. On va revenir là-dessus. Maître Papineau, si jamais, advenant qu'une éclosion de légionnelle survienne dans des installations aquatiques, là, et qu'un syndicat de copropriétaires n'a pas fait ses devoirs, c'est-à-dire procéder aux précautions d'usage, au nettoyage avant de rouvrir la machine, qui est responsable? Évidemment, c'est le conseil d'administration qui s'occupe des parties communes. C'est lui qui a l'entretien, doit agir avec prudence et diligence, tout le temps les deux mêmes mots qu'on reprend chaque semaine. Alors, effectivement, si le bain tourbillon ou les installations communes en général, là, que ce soit de l'eau, que ce soit des bancs, que ce soit n'importe quoi, c'est le conseil qui doit s'assurer de protéger la santé et la sécurité des copropriétaires. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, Maître Papineau, quelqu'un contracte la légionnelle, la personne en meurt, est-ce qu'on pourrait accuser quelqu'un? Est-ce que quelqu'un pourrait se retrouver devant le tribunal ou c'est pas si évident que ça? Ben, écoutez, on pourrait, mais là, il faut quand même faire la preuve que la légionellose a été attrapée dans le bain tourbillon du syndicat parce que la personne peut avoir été ailleurs ou il peut avoir d'autres sources. Alors, il va falloir faire la preuve. Ouais. Je reviens à Alain Blais. Alain, vous me disiez hier, avant-hier, ça m'a surpris, que dans le cas de Québec en 2016, lors de l'éclosion de la légionellose, une personne a reçu les gouttelettes à 3 km de l'épicentre, qui était une tour de refroidissement d'eau d'un édifice à bureau. Est-ce que j'ai bien compris? C'est effectivement, c'est exactement vrai, oui, c'est ça. Jusqu'à 3 km. Des gouttelettes, donc, on parle de microns, là, on parle de gouttelettes microscopiques qui peuvent être transportées par le vent aussi loin que ça. Effectivement. Ça dépend aussi un petit peu là, des conditions de température et d'humidité.
Par exemple, pour les tours de refroidissement là, qui servent à la climatisation des bâtiments, là, il y a en fait ces équipements-là produisent la vapeur d'eau là, pour une espèce de vapeur d'eau pour réduire, en fait, pour climatiser, pour réduire la température des qu'on appelle les groupes froids, les chillers. Mais ça se fait, ça aussi, avec un faible pourcentage de fines gouttelettes microscopiques, plus petites que 5 microns, qui sont proliférées en même temps avec cette vapeur-là. Donc, comme je disais tantôt, dépendant du vent, de l'humidité, de la température extérieure, il peut arriver que ces particules-là, qui sont chargées de bactéries Legionella pneumophila, dans le fond, qui peuvent être chargées de bactéries, ben, soit par accident ou soit inhalé ou aspiré par quelqu'un qui peut être, je sais pas moi, 100 pieds, 150 pieds, 150 mètres, 1 kilomètre plus loin. Il n'y a pas vraiment de modèle là-dedans. Mais c'est comme ça que ça se produit. Ouais. Alain, oui, oui, Daniel, je vais poser la question à Alain, puis je reviens tout de suite après. Parce que les bains tourbillons, là, c'est super important. Alain, les bains tourbillons, c'est un nid de microbes. C'est ce que pour faire une caricature, là, il y a beaucoup de microbes qui s'amusent dans les bains tourbillons comme des petits fous, là, qui ont beaucoup de plaisir. Pouvez-vous nous parler un peu de la situation des bains tourbillons et des précautions supplémentaires qu'il faut prendre régulièrement pour éviter toute contamination à un microbe quelconque? Bon, là-dessus, je pense que il y a une réglementation qui existe. Daniel serait probablement en meilleure position d'en parler que moi, là, sur la réglementation sur les piscines et les bains tourbillons. Il y a des analyses à faire à tous les jours. Il y a des analyses à faire une fois par mois au niveau microbiologique. À tous les jours, c'est chlore, etc. Là, les paramètres, Daniel peut certainement vous le décrire plus amplement. Oui, Daniel? Ce qu'il faut voir, c'est que... Oui, Daniel? Est-ce que Daniel pourrait en parler à ce moment-là, oui? Oui. Écoutez, oui, il y a du microbe dans les bains tourbillons. Daniel, on vous entend pas très fort, Daniel. Est-ce que tu m'entends mieux? Oui, un peu mieux. C'est mieux. Dans le fond, là, oui, il y a des microbes dans le bain tourbillon. Il y a autant de microbes dans le bain tourbillon qu'il y en a sur les plages ou sur les murs des vestiaires ou peu importe. Il y a une réglementation qui est précise là-dessus. Où il y a des problèmes, c'est où il n'y a pas d'entretien, où il n'y a pas de suivi. Et on a toujours dit, puis le ministère en premier, et nous aussi, on dit que ce soit une piscine ou un bain tourbillon, il faut suivre la réglementation, il faut s'inscrire dans un registre, il faut savoir quoi faire avec le bain tourbillon. Puis comme on dit toujours, la qualité de l'eau, c'est pas une affaire de juste une fois par jour, c'est une affaire de 24 heures par jour. La qualité de chlore dans une piscine, elle doit être maintenue 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Puis le temps de la période d'ouverture de cette installation-là, que ce soit saisonnier ou annuel. Ouais. On voit trop souvent des installations qui sont laissées complètement libres entre le vendredi puis le lundi matin. Et c'est là qu'il y a le plus d'activité dans les bains tourbillons, dans les piscines, surtout les piscines extérieures. Et les installations qu'on voit souvent dans des copropriétés, c'est des installations qui sont plus ou moins conformes à la qualité puis à l'usage. On a des bains tourbillons dans des résidences personnes âgées qui ne devraient même pas exister parce que l'équipement n'est pas suffisant au niveau du traitement d'eau. Donc, c'est une question d'entretien et la réglementation est là. Et si on avait une bonne formation et un bon entretien, le bain tourbillon serait très sain. Dans les conditions actuelles, si une copropriété a un bain tourbillon qui doit ouvrir avec la période encore COVID, pour moi, le bain tourbillon devrait être exclu des activités. Il ne devrait même pas avoir d'eau dedans. Donc, et aussi, je vais juste compléter avec ça, c'est qu'on fait des analyses de microbiologie. Nous, à toutes les 4 semaines depuis 2007, on n'a pas nécessairement des statistiques vraiment précises, mais ce n'est pas nécessairement dans les bains tourbillons qu'on retrouve le plus de bactéries. On en trouve, mais c'est pas si grave que ça. Bon. OK. Par rapport à quoi, par exemple? Par rapport à, il y aurait plus de bactéries dans les vestiaires, vous disiez tout à l'heure les vestiaires ou les
Les sanitaires, peut-être? Les bactéries, il y en a partout. C'est une question d'entretien, une question de désinfection. Puis il y a des plans de travail, puis il y a des devis d'entretien habituellement dans ces installations-là. Tu sais, une piscine, on doit la nettoyer à tous les jours. Dans les vestiaires, ça doit être nettoyé tous les jours. La décontamination devrait se faire de façon périodique, et ce qui ne se fait pas du tout. Alors, si je me fie aux commentaires, là, si je lis entre les lignes de certaines personnes qui nous écrivent actuellement, on sent une fébrilité, on sent que les gens ont vraiment hâte de passer à autre chose, de rouvrir la piscine et d'aller se baigner gaiement, là, hein? Mais une internaute nous pose la question, peut-être Maître Papineau ou Daniel Delorme ou Alain Blais là-dessus. La personne nous dit, si on ouvre notre piscine demain, là, parce qu'on a hâte d'aller se baigner, puis on a hâte, l'été est là, il fait beau, il fait chaud. Est-ce que ce syndicat de propriétaires est dans l'illégalité de rouvrir sa piscine demain, Maître Papineau? Ben, M. Delorme l'a dit, là, le gouvernement ne l'a pas encore permis, un. Deuxièmement, M. Blais et M. Delorme l'ont dit, on n'ouvre pas une piscine ni un bain tourbillon du jour au lendemain, là. Il y a des choses à faire et à préparer. Et je comprends qu'on a hâte d'aller dans la piscine, mais il faudrait penser qu'on a peut-être moins hâte d'aller à l'hôpital que d'aller dans la piscine, ou de ne pas aller à la piscine et de ne pas aller à l'hôpital non plus. Vous savez, je suis content de voir que M. Delorme a défendu les bains tourbillons. Ça m'a évité d'avoir à le faire, mais ça va me permettre de un petit peu parler des gestionnaires, des administrateurs qui sont pris, eux, entre la sécurité publique puis le désir de certains copropriétaires qui font pas mal de pression. Vous savez, les administrateurs, les gestionnaires, je ne dis pas qu'il faut tout fermer et rien ouvrir. Au contraire, il faut trouver des solutions pour ouvrir des choses. On peut ouvrir des gyms avec des rendez-vous à certaines personnes. Il y a moyen de trouver des solutions. Mais il y a une chose qui est certaine, le rôle d'un administrateur et d'un gestionnaire, c'est de protéger la santé et la sécurité des copropriétaires. C'est pas d'ouvrir une piscine. Alors, il y a un auditeur, un internaute qui nous dit pourquoi mettre l'accent sur les bactéries alors que nous, ce qu'on veut savoir, au fond, c'est quand est-ce qu'on peut ouvrir et quelles sont les mesures à prendre. En fait, ce qu'on explique depuis le début de l'émission, justement, c'est qu'il y a des mesures à prendre avant d'ouvrir sa piscine, parce que les installations, peut-être que les gens qui ne nous ont pas entendus ont eu des problèmes techniques, là, on va le répéter, c'est important. Les installations aquatiques en propriété sont fermées depuis 2 mois, les chauffe-eau sont fermés, tout est fermé, les sanitaires, toute la tuyauterie où l'eau circule pour alimenter la piscine, pour alimenter le chauffe-eau, tout ça, ça doit être nettoyé, ça doit être analysé avant qu'on ouvre. Parce que si on ouvre dans des conditions pareilles, on risque de contaminer du monde parce qu'il risque d'y avoir pas mal de microbes qui vont se révéler là. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'avant d'ouvrir les installations aquatiques, quand le gouvernement en donnera le signal, c'est important de, justement, s'assurer que l'eau qui circule est propre. Oui, Daniel, là-dessus? Oui. J'aimerais que Alain, qui nous entend, puisse expliquer, on a parlé de Légionelle tantôt, je fais un parallèle aussi avec le COVID, parce que s'il y avait une bactérie, quelqu'un attrapait le COVID à la piscine, on aurait un problème. J'aimerais ça que Alain explique la situation dans laquelle on a été pris l'année passée, où on a découvert un cas de Légionelle dans une piscine due à un bain tourbillon. J'aimerais, Alain, que tu expliques tout le processus de fermeture de la piscine, de la décontamination qu'on a été obligé de mettre en place et combien ça a pu coûter à l'entreprise, à la copropriété. C'est pas une copropriété, c'est une résidence. J'aimerais ça que tu fasses peut-être un petit historique courte là-dessus. Vous allez voir l'incidence de tout ça. D'accord. En fait, j'ai reçu un appel de Daniel qui me dit, Alain, il y a un type d'une résidence personne âgée privée qui vient de m'appeler puis il dit que il y a une cliente qui lui a dit que j'ai attrapé la légionellose puis c'est à cause de ta piscine. Fait que Daniel me demande, est-ce que c'est possible? Ben, j'ai dit, ça se peut, c'est possible. Donc, on a rapidement le gérant le directeur de maintenance m'a appelé. Je suis allé sur place. La première chose qu'on a faite, on a fait faire des échantillons pour envoyer au laboratoire pour avoir des résultats rapides, pour savoir s'il y avait un problème de légionellose. Donc, et en même temps, il a fallu faire, c'est-à-dire ça c'est arrivé, on ferme la piscine,
Mais le lendemain, ils ont eu un appel de la santé publique. Parce que la légionellose, c'est une maladie à déclaration obligatoire. C'est-à-dire que si à l'hôpital, quelqu'un vient à l'hôpital, on fait un test de bactéries Legionella, on s'aperçoit que la personne a une pneumonie qui est due à ça, ben ça reste pas là. Ils sont obligés de contacter la santé publique. La santé publique enquête. OK? Dans ce cas-là, il y avait deux cas de deux personnes, deux locataires, dans le fond, là, de la résidence, qui ont été détectés positifs pour la bactérie légionelle. Fait que là, quand la santé publique embarque là-dedans, je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir. Eux, ils ont dit, regarde, on veut aller visiter des installations. Ils ont voulu déterminer dans l'appartement des personnes si les douches, si les lavabos, s'il y a partout, ils ont pris des tests partout de biofilm, des tests d'eau pour voir sur le réseau d'eau chaude, dans les vestiaires, hommes et femmes, aussi au niveau du bain tourbillon, au niveau de la piscine. Et finalement, ça a été détecté que c'était de la piscine. Ah bon, c'est un problème d'entretien, hein, mais dans la piscine, il y a une espèce ça peut être pas une fontaine, là, mais une espèce de décharge d'eau. Tu sais, on a une pompe, puis là, il y a une espèce de chute d'eau. Et puis cette chute d'eau-là, lorsque tu es à côté de la chute d'eau, il y a comme des éclaboussures d'eau et des fines gouttelettes qui sont produites. Et si on est à côté puis qu'on a un système immunitaire qui est déficient un petit peu, ou qui est des gens qui sont fumeurs ou plus âgés, ben, il y a une possibilité d'inhaler ces fines gouttelettes-là qui contiennent la bactérie, puis d'être malade. Donc, eux, il a fallu la piscine a été fermée pendant 2 mois et demi parce que il a fallu faire des analyses supplémentaires avec les laboratoires de santé publique. Ce qu'eux voulaient déterminer, c'est qu'ils voulaient déterminer à partir de l'ADN de la bactérie légionelle, ils voulaient déterminer s'il y avait concordance avec l'ADN des bactéries qui étaient trouvées dans les personnes qui avaient contracté la légionellose, pour dire, on a trouvé le bon endroit où ça s'est produit. Dans le cas qui nous intéresse ici, là, puis c'est arrivé aussi dans un autre, dans le cas qui nous intéresse ici, ça a été déterminé que c'était la piscine. OK? Il n'y a pas eu de poursuite. Puis moi, ça me surprend un petit peu, là, mais de toute façon, il n'y a pas eu de poursuite. Puis je pense que les gens s'en sont tirés de façon avec chance, je pense. Il y a eu un autre cas qui était à peu près la même chose, où là, c'était le bain tourbillon. Mais je ne sais pas si François peut montrer un petit peu des photos, là, mais écoutez, on a vidé le bain tourbillon, là, on a fait des tests, puis là, il y a encore un petit peu partout, des tests partout dans la bâtisse, sur le réservoir d'eau chaude, avant, après, et puis ensuite de ça, sur les vide le bain tourbillon, et puis après ça commence la vue du bain tourbillon, là, si on regarde à droite en haut, là, ça c'est vidé. Ça n'a pas l'air sale. Mais si on regarde un petit peu en bas, là, c'est pendant le processus de nettoyage, c'est l'enfer. Au niveau des filtres, au niveau du biofilm, il y avait de la saleté, de la crasse qui n'était pas visible, mais qui, une fois qu'on commence à décontaminer, là, fait que dans ce cas-là aussi, ça a été déterminé que c'était là. Mais ça a coûté, il a fallu, comme je vous dis, de faire venir des gens qui sont arrivés un peu comme les gens qui font avec les PPE, là, qui ont on appelle les PPE, ou les masques, avec tout ce qu'il faut, là, même l'équivalent que des gens qui travaillent avec le COVID, là, pour pouvoir décontaminer ça avec des produits chimiques, avec du peroxyde d'hydrogène à haute température, à 70 degrés C. Écoute, ça a coûté une fortune. OK? Donc, c'est pourquoi c'est un problème de négligence. Une des premières questions que la santé publique a demandé au directeur de l'entretien là-bas, ils ont dit, montre-moi donc ton registre des analyses, des tests d'eau qui sont supposés être faits. Et puis, comme j'ai dit à François hier, le monsieur, il cherchait de l'air. Il cherchait de l'air, il avait de la misère à trouver il l'a pas trouvé, il n'avait pas. Donc, déjà en partant, il partait avec une prise, 2 prises contre lui, là. Et puis, finalement, ça s'est réglé.
Ça a coûté cher, mais c'est un problème d'entretien de maintenance. Fait qu'on essaie de dire un petit peu avec la remise en opération des systèmes, c'est qu'il y a des risques. Puis c'est bien beau, on peut bien faire toutes les mises en, c'est-à-dire les protections pour COVID. Si on a un réseau d'eau qui n'est pas traité puis qui amène des maladies pulmonaires ou des pneumonies, on n'est pas plus avancé. D'accord? L'autre question, François, oui. Daniel, oui. Des gens nous disent, oui, mais là, on fait une émission sur des procédures normales. C'est-à-dire que avant de rouvrir des piscines, Daniel, vous gérez plusieurs piscines dans plusieurs copropriétés qui sont à l'arrêt et qu'on rouvre, les piscines extérieures notamment. Des gens nous disent, oui, mais là, ce sont des procédures normales. En fait, cette émission, on l'a fait, elle est d'autant plus pertinente en raison du coronavirus pour rappeler justement aux syndicats de copropriétaires les mesures à prendre avant de rouvrir une piscine extérieure, par exemple, en copropriété. Daniel, est-ce que vous diriez que certains syndicats n'ont pas cette présence d'esprit ou cette notion d'entretien et de préparation avant d'ouvrir une piscine, puis c'est fait un peu n'importe comment ou en général, ça se fait bien? C'est fait n'importe comment, premièrement. Et dans certains cas, oui, ça se fait bien. On a toutes les catégories, du pire au meilleur. Ouais. Mais où on veut aller, c'est de récupérer les pires. Ouais. S'assurer que les gens prennent leur propre responsabilité. Juste pour terminer, ce que Alain disait tantôt, oui. Dans le cas des deux piscines, on a été obligé de faire vider on était obligé de vider les filtres au sable. On est obligé de tout refaire, de tout décontaminer les vestiaires, l'enceinte de la piscine. On est obligé de vider le sable des filtres. Puis ça ne peut pas être fait par des équipes d'entretien de piscine. Ça faut que ça soit fait par des firmes spécialisées dans ce domaine-là, parce que ça nous avait été demandé. Nous, on a refusé de faire la décontamination. On s'est référé à des spécialistes. Donc, c'est des problèmes sérieux. Fait que si le monsieur qui vous a appelé tantôt, qui vous a envoyé un courriel disant « on peut-tu se baigner demain matin? » Non, c'est aussi non. Fait que c'est aussi important que ça. Il y en a qui... Comme Donald Trump, là, on ne se le cache pas. Vous avez vu certainement des photos encore hier dans des bassins en Floride où il y a à peu près 2000 personnes dans un petit bassin, dans une petite piscine qui n'a pas d'allure. Restons chez nous au Québec. Suivons la réglementation. Suivons ce que le gouvernement le gouvernement va nous dire. Il nous a très bien dirigés jusqu'à date. Et moi, c'est le discours que je veux tenir. Et chacun des gestionnaires, chacun des syndicats de condos doit prendre sa responsabilité, regarder son installation, puis s'assurer que quand les gens vont aller se baigner, qu'ils prennent les mesures qu'ils doivent prendre. Et s'il manque d'informations ou s'il manque de conseils, nous, on est là pour les aider à prendre les bonnes décisions, puis de s'assurer que les gens vont pouvoir aller se baigner. Mais restons aussi sur nos positions. La baignade cet été ne sera pas la même que dans le passé. On va aller à la piscine, on ne restera pas longtemps, puis on va aller jouer ailleurs. Ça, c'est clair, net et précis. Puis, dans les prochaines heures, je vous l'ai dit tantôt, on va avoir des sérieuses de nouvelles. Et j'ai hâte de les entendre. Maître Papineau, les syndicats de copropriétaires qui disent, nous, là, regarde, on ouvre notre piscine, là, on va prendre les précautions qu'il faut. On l'ouvre pareil, on l'ouvre demain, même si le gouvernement ne nous l'a pas autorisé. Quels sont les risques auxquels ces syndicats s'exposent? Ils ont des risques, il y en a beaucoup. Je vous donne un exemple. Premièrement, si moi je suis dans ce syndicat-là, puis j'attrape la COVID ou j'attrape la légionellose ou une autre maladie, je peux pas aller travailler pendant un mois. Je comprends que j'ai pas les revenus de chez Odyssée Aquatique, mais je vais avoir des pertes, je vais avoir des troubles, je vais avoir des inconvénients. On n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre la question. On veut que ça ouvre demain, alors qu'on a deux experts qui vous disent non, ça se fait pas demain, ça se fait dans quelques jours, ça se fait intelligemment, mais ça se fait pas demain. Est-ce qu'on a absolument besoin d'être malade
et d'avoir une autre pandémie qui va grossir, je pense pas qu'on a besoin de ça. Alain Blais, oui. Restons dans les hypothèses. Le gouvernement nous annonce lundi prochain que les syndicats de propriétaires, que tout le monde peut rouvrir sa piscine et afin d'accueillir les utilisateurs qui veulent l'emprunter, qui veulent s'y baigner. Bon, le gouvernement nous annonce ça. À quoi on doit s'attendre? Qu'est-ce qu'on va voir? À quoi les syndicats de propriétaires doivent-ils s'attendre en termes de nombre de baigneurs, en termes de précautions, de mesures d'hygiène qui seront prises? En termes de qualité d'eau? Ou en termes de qualité d'eau, en termes de comprendre la question. Hein? Par exemple, on pourrait dire, bon, il n'y a pas plus que tant de baigneurs à la fois dans la piscine. On pourrait dire ça. On pourrait dire, oui. Les sanitaires sont fermés, les vestiaires sont fermés. Vous allez devoir arriver en maillot de bain, là. C'est plus drôle, là. Non. Ah, OK, oui, je comprends, oui. Non. Attends, Daniel, je pense que c'était peut-être mieux. Daniel? Oui. Moi, je vais répondre à ça. Ouais. Écoute, dans une copropriété, il n'y a rien de plus facile que de passer de la communication. Il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne comprendront pas. On le sait, on la connaît. La plupart de ma clientèle, c'est dans la copropriété. Et je suis un copropriétaire aussi. Donc, il s'agit de donner des bonnes informations, donner des délais pour se préparer, puis d'informer la copropriété. Oui, il y en a qui vont vouloir aller se baigner tout de suite. Moi, j'en connais qui vont vouloir rentrer dans le bain tourbillon tout de suite parce que ça fait 4 mois qu'ils veulent y retourner. Fait que, dans le fond, là, c'est l'information, la communication, puis la bonne information. Pas donner n'importe quoi, pas faire n'importe quoi. Il y a des règlements dans chaque immeuble, il y a un règlement d'utilisation de la piscine qui n'est même pas respecté. Il n'y a même pas personne qui supervise ça ou qui s'assure que cette réglementation est maintenue. On a eu des noyades dans des piscines l'été passé, là, dans les piscines de copropriété. Puis on s'est aperçu que c'est quelqu'un qui s'était baigné à 11 heures le soir, puis ils l'ont trouvé à 5 heures le lendemain matin, qui flottait dans la piscine. Là. Imaginez, là, si on ne fait pas attention. Les copropriétés, j'espère qu'ils vont écouter ce qu'on dit, qu'ils vont prendre les mesures, puis qu'ils vont prendre leurs propres responsabilités pour s'assurer que quand on va ouvrir la piscine, que tout le monde soit en sécurité. Maître Papineau l'a dit tantôt, il n'est pas question que quelqu'un sorte de là et qu'il attrape le COVID. Ça n'a pas de sens dans un immeuble. Aucun sens. Excusez-moi, là, mais c'est une question d'hygiène. Les piscines ont été mises en place pour se baigner, relaxer, nager, faire du sport, faire n'importe quoi. Pas pour être malade. Surtout pas aller attraper une bactérie, puis surtout pas présentement le COVID ou une légionnelle. Daniel Delorme ou peut-être Alain Blais, à propos de la chimie de l'eau, que l'importance du bon dosage pour que les gens n'aient pas l'impression de se baigner dans une eau de javel ou de s'être trempé dans un agent de blanchiment, là, on ressort, ça pique partout. Je pense que c'est une donnée importante. La chimie de l'eau, ça doit être surveillé fréquemment à Alain Blais, n'est-ce pas? Oui, ça doit être surveillé normalement tous les jours. Il y a le chlore, il y a d'autres, des piscines au sel, etc. Là. Il y a différentes façons de maintenir un niveau de désinfection. Mais il y a un autre aspect aussi qui est super important là-dedans, là, c'est le filtre. Si le filtre n'est pas entretenu, si le filtre n'est pas, mettons, un filtre à sable, s'il n'est pas lavé une fois de temps en temps, si les cartouches ne sont pas remplacées une fois de temps en temps, ces éléments-là sont moi j'appelle ça, au lac Saint-Jean, on dit un nick à bactéries. OK? Dans le sens un nick à bactéries, là, ça veut dire que l'eau est à une température idéale pour la croissance des bactéries. Les gens qui se baignent, on a des particules de peau, du gras. C'est de la nourriture idéale pour former ce qu'on appelle un biofilm dans la piscine, sur le rebord de la piscine ou sur le bord du bain de tourbillon. C'est là-dedans que les bactéries croissent aussi. Donc, quand on parle là, de flusher ou de rincer les systèmes, mettons, d'eau chaude pour les douches, pour ça, c'est parce qu'il justement, il peut y avoir la croissance de ce biofilm-là à l'intérieur de la tuyauterie. Puis quand on parle le système, ça s'arrache, puis les gens vont le respirer. Oui, ça. Est-ce que ça répond à la question? Oui, Alain Blais, juste rappeler aux auditeurs, qu'est-ce que le biofilm, là, pour que les gens comprennent bien?
Ben, je pourrais peut-être donner un exemple. Moi, j'ai des chats à la maison. Et puis, lorsque je pars pour 2 jours, je vais mettre de l'eau dans le bocal d'eau des chats. Et lorsque je reviens au bout de 2 jours, 48 heures par exemple, c'est facile de voir le biofilm ou de le sentir, le biofilm, en mettant notre doigt juste là, dans le bassin ou le côté ou avec le rebord de l'eau. On sent comme c'est gluant, que c'est en anglais dit slimy. Donc ça, c'est le biofilm. Dans ça, il y a des bactéries. Il y a aussi un agent liant que les bactéries produisent, qui est un polysaccharide. Et puis, c'est un milieu idéal pour la croissance des bactéries. Donc, en l'espace de 48 heures, on passe de pas beaucoup de bactéries à un nombre important. Donc, pour un réseau, par exemple, d'eau chaude domestique, pour des estières, pour les abreuvoirs, qu'il y a des fils qui ont été, l'eau était stagnante là-dedans, on a des conditions appropriées là pour la croissance de biofilm, donc de bactéries. Ça va? Oui, ça va, merci. Daniel Delarme, oui, Daniel? Ce qu'on appelle ce biofilm-là, c'est ce qu'on appelle le cerne autour de la piscine puis du bain tourbillon. Je vous conseille pas de le gratter avec votre doigt puis mettre votre doigt dans votre bouche. Et ça doit être nettoyé à tous les jours. Ça fait partie de l'entretien des installations. Ouais. Il nous reste... oui? Oui, puis écoute, tantôt tu parlais de qualité d'eau. C'est peut-être le temps de le dire, mais la copropriété, il y a une exigence, il y a un règlement qui s'appelle le règlement de Q2R18, la qualité de l'eau dans les piscines et dans les bains publics, mais dans ce cas ici, la copropriété fait partie de cette réglementation-là. Et dans ce règlement-là, on retrouve des normes de qualité en microbiologie et en chimie. Et c'est très facile de se le procurer en allant sur le site du ministère de Développement durable du Québec, d'aller dans la partie qualité d'eau de piscine publique, de piscine tout simplement, puis d'aller chercher toutes les informations, les normes qui sont requises et de les mettre en pratique. Et c'est tout simple que ça. Sauf que bien souvent, les gens, même s'ils vont chercher la réglementation, puis ils vont la lire, ils ne savent pas comment l'utiliser. Ils ne savent pas comment utiliser leurs installations non plus. Il nous reste 5 minutes, Daniel. Il nous reste 5 minutes. Je dirais que c'est la même chose avec le guide aussi pour la remise en opération des systèmes. Quelqu'un lit ça, c'est à 6 pages. Mais tu sais, il faut le comprendre, il faut être capable de le comprendre. Là. Puis ça prend des fois un œil un petit peu plus avisé. Excuse, François. Oui, Alain? Je m'excuse. Non, ça va, c'est fait. Ça va. J'ai une autre question pour Maître Papineau. Est-ce que les copropriétaires peuvent revenir contre le conseil d'administration qui ne veut pas ouvrir le site tant que le gouvernement ne donne pas son OK? Pas du tout. Si le gouvernement ne le permet pas, les administrateurs n'ont pas le droit de contrevenir aux directives gouvernementales. Oui. Donc, et puis si le CA a retardé l'ouverture de la piscine pour respecter les consignes gouvernementales, c'est la même chose. C'est la même question, en fait. Le CA, lui, il fait son travail, il fait ses devoirs. On ne pourrait pas lui taper dessus ou lui reprocher de ne pas avoir ouvert la piscine alors que c'était pas encore autorisé. Et plus que ça, là, comme vient de dire nos 2 invités, François, non seulement que si le gouvernement dit on peut l'ouvrir le 1er juin, je pense que ça ne sera pas le 1er juin parce qu'avec tous les traitements et les vérifications, ça peut prendre 1 semaine ou 2 après. Alors, rêvez pas d'aller dans votre piscine demain matin, c'est pas le cas. Oui, voilà. Il y a une question. Je pense que c'est un point important. Oui. Je pense que c'est un point important de Maître Papineau concernant justement ce qu'on appellerait la planification de ça. Tu sais? Je regardais ce matin avec les CHSLD, là, puis ils disaient que à la dernière minute, ils sont pris pour installer des climatiseurs dans je sais pas trop combien de CHSLD. OK? Ah oui. Bon, ben, s'il avait prévu ça au début du mois de mai, ça serait fait. Mais c'est un petit peu la même chose ici. Et une fois que la décontamination est faite ou la remise en marche, il est possible de laisser les systèmes en opération pour que quand ils donnent le OK, on est capable d'embarquer le monde dans la piscine s'ils veulent. OK? On n'aura pas besoin d'embarquer dans un processus d'entretien puis de désinfection à ce niveau-là. Ça va? Oui, ça va, merci. Juste une seconde, Daniel, j'ai une question pour Maître Papineau. Est-ce qu'à l'inverse, un copropriétaire peut poursuivre
son conseil d'administration si ce dernier ouvre la piscine avant le go du gouvernement? François Legault. Eh bien, s'il n'y a pas de dommages, il va poursuivre. Pourquoi? Il pourrait prendre une injonction pour forcer son conseil à la fermer. Peut-être, là, s'il y a un intérêt, mais il faut toujours qu'il y ait un intérêt ou un dommage à prendre des procédures. Daniel? Oui, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'était tout de même important, mais ça peut peut-être être reporté, mais je pense qu'on a, dans l'heure qu'on a fait présentement, je pense qu'on a fait un grand tour. Oui. J'avais une dernière question, Daniel. Avant, il nous reste 5 minutes, là. On a prolongé un peu l'émission en raison des problèmes techniques, là. Donc, on n'a pas triché. On essaie d'aller chercher 1 heure. Vous dites que les gestionnaires de copropriété doivent être conscients des risques encourus dans une piscine, que ce soit en période de coronavirus ou en temps normal, et qu'au besoin, ils devraient suivre une formation adéquate. Qui peut leur donner cette formation? Combien de temps ça dure et combien ça coûte? Est-ce que le prix est important pour peut-être pour éviter d'avoir un COVID? Ça, c'est la première question. Ça, je pense que les gouvernements nous a très bien allumés là-dessus. Hein? Ils n'ont pas regardé la dépense. Puis je pense que c'est la même chose au niveau de la copropriété. Si on veut être sûr, faut peut-être aller chercher un budget qu'on n'avait pas, d'aller chercher ailleurs. Ça, c'est une chose. Pour la formation, oui, il y a de la disponibilité. Il y a de la disponibilité, puis oui, c'est facile de le faire. Combien de temps? Ça dépend des gens avec qui on va traiter. Il y a des gens ils ont déjà des bons plans de travail, des bons devis d'entretien de leurs installations. Ça peut être juste des ajustements, alors qu'à certains niveaux, c'est peut-être de reprendre ça du début à la fin. Donc, nous, on fait des formations. Il y en a, c'est des demi-journées. Il y en a, c'est des journées complètes qui touchent à peu près toute la gestion, toutes les opérations. Et il y en a d'autres où c'est juste des conseils sur le champ. Et une chose que je voulais peut-être aborder tantôt, c'est que dès le début de l'arrêt, on a averti, on a informé, on a envoyé un communiqué à tous nos clients, tous les gens qu'on connaissait, de ne pas arrêter leur piscine ou surtout pas de les vider. On a dit, mais baisser les niveaux d'eau, c'est pas baisser les niveaux, baisser la température d'eau, réduire la circulation d'eau dans les bains tourbillons, s'il y a lieu, les vider complètement dans certains cas, baisser les températures ambiantes, et on avait fait un plan de match, justement pour que lorsque la reprise reviendrait, qu'on n'aurait pas à tout refaire, à reprendre à zéro tout le processus de remettre en place. Présentement, on a eu des appels, il y a des gens qui nous ont dit, on a fermé notre piscine, on est venu pour remettre de l'eau dedans, mais les pompes ne repartent pas. Tu es obligé de faire des interventions majeures, faire venir des techniciens pour mettre les choses en place, ce qu'on ne voulait pas. Fait que notre rôle au Odyssée Aquatique, en termes de service, c'est surtout de conseiller les gens avec qui on travaille. C'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment. C'est fort intéressant. On aurait pu prolonger ça encore. Merci à Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Daniel, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Je saluais Maître Papineau. OK. Au plaisir, M. Delorme. Également, merci à Daniel Delorme, président, directeur général et fondateur d'Odyssée Aquatique. Vous pouvez consulter le site web odysseeaquatique.com. Et merci également à Alain Blais, ingénieur, qui a fondé le groupe Aquation, c'est aquation.com. Alors, Daniel et Alain travaillent en complémentarité pour tout ce qui touche aux analyses d'eau, d'installations aquatiques et à l'hygiène des piscines en général et de tous les autres appareils périphériques, là, bains tourbillons et j'en passe. Donc, merci encore et au plaisir de vous retrouver à une prochaine émission. Au revoir. Merci, bonne fin de journée. Merci.